Toutes et tous, bienvenue donc sur ce webinaire consacré à la présentation du métier d'assistant médical et aux modalités de formation. On va se présenter rapidement. Bonjour à tous et à toutes, Nathalie Monotte, donc je suis référente du CQP assistant médical depuis le début de sa création et j'accompagne aussi bien les candidats dans l'accompagnement de leur dossier ainsi que les employeurs et tout au long de la formation. Et donc Nicolas Deschamps, responsable pédagogique du CHEM École. Et donc on va partager bien sûr nos temps de parole et répondre tous deux à vos questions. Bonjour à tous, je suis Amélie Manca, je suis directrice de l'école de formation des assistants médicaux et je suis là pour accueillir vos questions par écrit. Vous avez un petit menu sur la droite dans lequel vous pouvez poser vos questions. Et il y aura quelques pauses pendant la présentation pour les moments où je relayerai vos questions. Donc n'hésitez pas et bon webinaire à tous. On va donc démarrer. Donc tout d'abord, voici une présentation rapide du programme. On va commencer par présenter rapidement le CHEM Santé et donc son école. Après, on va échanger autour du métier d'assistant médical. Et puis par la suite, on va aller sur le concret vraiment. C'est comment se former, quelles sont les modalités et comment se déroule l'ensemble donc du programme de formation avec les différentes modalités qu'on va aussi voir ensemble. Donc, le Collège des hautes études en médecine et son école, appelé également donc le CHEM Santé. Donc, le CHEM Santé, c'est une association qui a aujourd'hui 36 ans d'expérience, association dont l'activité principale est donc le champ de la formation professionnelle, des professionnels de santé, pardon. Et donc, à ce titre, organisme de formation principalement orienté en direction des médecins, des infirmiers, bien sûr, et on va également retrouver d'autres activités, et vous allez comprendre par la suite, que sont le CHEM École et la formation CQP assistant médical, les accompagnements en bilan de compétences et les éditions au CHEM. Ça représente environ 30 000 professionnels de santé formés au cours des 3 dernières années. Et donc, comme vous pouvez le voir, ce sont des actions menées à travers tout le territoire, bien que ce soit principalement sur la région nord-ouest, puisque le CHEM a été créé à la base en Bretagne. Je vais rajouter quelque chose. Non, c'est parfait, c'est très bien, merci. Donc pour la partie école CHEM, l'école a donc été créée à peu près finalement en même temps qu'est apparu ce métier d'assistant médical. Donc le décret est en 2019, ça on en reparlera après. Le CHEM Santé a donc candidaté en mai 2020, comme vous le voyez sur ce visuel, pour devenir un organisme de formation habilité à dispenser cette formation. Et en novembre 2020, donc, le CHEM Santé a reçu l'agrément pour pouvoir dispenser cette formation. Assez rapidement, les choses se sont mises en œuvre derrière pour pouvoir répondre au cahier des charges et réaliser la première promotion en septembre 2021 et jusqu'à arriver à ce jour avec des promotions qui sont dispensées sur on va dire un quart nord-ouest qui s'étend en gros de Lille jusqu'à Brest en passant par la Normandie. Oui, parce qu'à l'origine, quand nous avons eu l'agrément pour dispenser le CQP, nous n'étions que 11 centres de formation en France à pouvoir faire cette formation. Et donc, le certificateur nous a demandé de mailler le territoire. Le CHEM étant à son siège donc à Brest, nous nous sommes positionnés donc sur la région de Bretagne, évidemment, la région normande et la région des Hauts-de-France. Vous le verrez plus détaillé dans un prochain slide. Alors, le métier d'assistant médical, on va partir de sa genèse pour ensuite vous évoquer les enjeux de cette profession nouvelle et quelques chiffres qui vont vous permettre de voir un peu aujourd'hui où est-ce qu'on en est dans le déploiement donc, de ce nouveau métier. Alors, les constats, donc lorsqu'il a été décidé par décret donc, de la mise en place de ce nouveau métier, les constats étaient donc l'accroissement du nombre de déserts médicaux en France, qui impactait en 2021, ça ce sont les chiffres de la CNAM en 2021, environ 6 millions
de personnes en France qui ne bénéficiaient pas des services d'un médecin traitant, que les praticiens avaient, donc au travers d'une large enquête qui avait été réalisée, un manque de temps médical. Il y avait une grande partie du temps de travail qui était consacré à d'autres tâches. Et donc émergeait le fait qu'il y avait un besoin d'assistance dans les tâches quotidiennes. Et donc l'ensemble de ces éléments ont amené le législateur donc à réfléchir à un nouveau métier qui permette donc de dégager du temps médical pour pouvoir augmenter les piles actives, pour pouvoir répondre aux besoins de santé de la population française qui évolue avec le vieillissement de la population, l'augmentation du nombre de maladies chroniques, etc. Donc ce métier est finalement issu du plan Santé 2022 avec un périmètre bien précis de ses missions, avec cette idée justement de bien circonscrire à la fois un référentiel d'activité et donc de compétences pour qu'il n'y ait pas de dérive vers d'autres métiers réglementés. Et donc ça a amené un contenu de formation précis, imposé par un certificateur qui est donc la CPNEFP, mais on en reparlera après. Pour aller plus loin, si vous le souhaitez, vous trouvez là le lien vers l'arrêté du 14 août 2019 qui justement précise les contours de cette profession, qui est enregistrée au registre national des certifications professionnelles sous le numéro 49113. Bon, ça c'est un petit détail, mais ça vous permet de voir quand même précisément, si vous le souhaitez, le référentiel donc, de compétences de ce métier qui vient d'évoluer, parce qu'en effet, il y a eu un premier référentiel, et puis il y en a eu un second tout récent, mais pareil, on y reviendra après. Alors, il y a un chiffre clé qui apparaît en bas à droite. Il est important parce que ça montre un petit peu à la fois l'enjeu, mais aussi la direction souhaitée donc, par le gouvernement, et qui est donc d'arriver à 15 000 recrutements prévus d'ici 2029. Donc, on voit bien qu'il y a un engagement assez fort autour de cette fonction, et engagement qui a été renouvelé, puisqu'il y avait une première phase qui prenait fin en 2025, et là, donc, il y a un renouvellement. À l'origine, c'était 4000 postes créés, donc ça évolue d'année en année pratiquement. Alors voici quelques chiffres, toujours pour illustrer un petit peu l'état des lieux et où est-ce qu'on se situe en France à ce niveau-là. Et je précise en France parce que finalement, c'est un métier qui existe déjà dans d'autres pays dans le monde. Donc à ce jour, on est sur des chiffres tout récents, puisque c'est les chiffres 2026. On retrouve environ 9500 contrats signés à travers le territoire français, avec environ 8000 personnes qui sont issues du sérail secrétariat médical ou fonction plutôt administrative, et environ 1500 plutôt issues du sérail métier, soit professionnel de santé, soit professionnel en santé, ce qui équivaut à peu près à 7000 ETP à travers le pays. Et donc, au niveau du chaîne école, au niveau de notre association, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, nous avons donc réalisé 43 sessions de formation depuis donc, 2021, et la première session brestoise. 545 assistants médicaux diplômés déjà depuis donc, ces 5 années, et 170 en cours de formation. On arrive donc à environ 700 professionnels, soit déjà formés, soit en cours de formation. Ce qui montre un peu le poids de notre association, de notre organisme de formation dans ce domaine, sachant qu'à travers le territoire, si je ne dis pas de bêtises, 13 OF sont agrémentés pour réaliser cette formation. On n'a pas le choix de l'implantation, c'est pour ça que vous verrez après les endroits où on dispense les formations, et bien sûr en espérant répondre au mieux à vos implantations et à vos besoins. Et donc l'agrément est donc dispensé par la CPNEFP des cabinets médicaux. Alors, CPNEFP, c'est la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. Chaque branche d'activité en France, que ce soit les avocats, les médecins, le commerce, a une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. Nous dépendons donc de la branche du personnel des cabinets médicaux. Je te laisse. Pas de problème.
Du coup, le référentiel, il évolue. En fait, pour se remettre vraiment dans la perspective, on est sur un métier nouveau, hein, un métier qui a 5-6 ans, c'est un métier tout nouveau. Ça fait partie des interrogations qui nous sont souvent rapportées de quelle est la place de l'assistant médical dans les organisations, jusqu'où peuvent aller le périmètre professionnel de l'assistant médical, sans aller déborder sur le périmètre d'une autre profession, etc. Et on voit bien que déjà, malgré donc, le faible nombre d'années de cette profession, il y a déjà eu des évolutions importantes et plutôt vers une précision, une amélioration justement de ce cadre. Et au fur et à mesure, les zones grises disparaissent pour vraiment laisser apparaître un nouveau métier qui prend vraiment toute sa place dans l'organisation. Alors, au 1er janvier 2024, la première grande décision, ça a été de rabaisser le nombre d'heures de formation. Hein. Je n'ai plus en tête, c'était 300… À l'époque, c'était 384 heures et c'est tombé à donc 279 heures maintenant. Voilà, c'est ça. Donc ça, on va revoir après les 279 heures, comment est-ce qu'elles se découpent. Et vous voyez environ une centaine d'heures qui ont été retirées car la première mouture ne répondait pas aux besoins. Et selon les retours qui ont été faits par les cabinets médicaux, par les professionnels, par les différents acteurs, il a été décidé de rabaisser ce plafond d'heures de formation. Courant de l'année 2024 toujours, il y a eu une revalorisation, une pérennisation, un assouplissement du dispositif et une réflexion aussi sur l'extension des missions d'assistant médical dans les conventions médicales signées entre la CPAM et les cabinets. On y reviendra après, mais donc tout ceci répond en fait au dispositif d'aide qui est proposé pour l'installation d'assistants médicaux dans les cabinets. Et au 1er septembre 2025, donc tout récemment, un nouveau référentiel qui a été créé par la CPNFP, par le certificateur, et avec lequel nous sommes mis en conformité donc, dans les 6 derniers mois en gros. Donc là, dans les personnes qui rentrent aujourd'hui en formation sont sur ce nouveau référentiel, voilà, qui comprend quelques nouveautés, notamment, et on y reviendra, sur toute la partie assistance aux praticiens. Donc, les acteurs du dispositif. Le CQP assistant médical de l'école Chem Santé. Donc, on retrouve 3 acteurs principaux. La CPNFP, donc ça, on en a déjà parlé. L'assurance maladie, qui contribue donc, à la mise en place du dispositif d'aide. Qui contribue aussi à communiquer hein, sur le métier dans les cabinets par l'intermédiaire des délégués d'assurance maladie. Et l'OPCO-EP, hein, qui est donc l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, qui finance cette formation et qui accompagne donc les cabinets dans la mise en place administrative. Alors, il n'y a pas que l'OPCO-EP, qui est quand même la majorité, l'organisme qui prend en charge cette formation, parce que c'est la branche des cabinets médicaux, mais il y a aussi l'OPCO Santé, il y a aussi le service public parfois, parce qu'il peut y avoir des cabinets médicaux qui dépendent des mairies, des communautés. Donc voilà, c'est ouvert à plusieurs branches du domaine de la santé. Hein, mais effectivement, le principal organisme financeur est l'OPCO-EP. Juste en dessous, vers la petite ampoule, vous verrez une information qui est importante, puisque on peut en effet faire appel donc, aux aides prévues pour l'installation d'un assistant médical, mais ce n'est pas obligatoire. Donc ça, après, c'est au libre arbitre des professionnels. Donc justement, sur le dispositif d'aide, alors il y a juste une slide hein, sur ce sujet, qui reste relativement rapide. Pourquoi? Parce que ce n'est pas fondamentalement le sujet aujourd'hui et pour le coup, les délégués d'assurance maladie sont vraiment beaucoup plus pointus sur ce sujet et plus à même de vous donner toutes les informations en fonction aussi des zones dans lesquelles vous vous trouvez, puisqu'il y a des critères d'éligibilité à ces aides, qui sont donc le nombre de patients et la file active donc, hein, du médecin traitant, la zone dans laquelle vous vous trouvez, en fonction qu'elle est dense ou sous-dense. Et c'est donc, par contre, des critères qui peuvent concerner tous les médecins libéraux du secteur 1 ou 2, de quasiment toutes les spécialités.
On a mis les exceptions en plus petit pour pas que ça prenne trop de place, mais en effet, les radiologues, radiothérapeutes, stomatologues, etc., n'ont pas accès à ces dates. Voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas, là, il y a un lien que vous pouvez retrouver qui déjà explicite un peu plus mon propos. Et puis, encore une fois, votre délégué d'assurance maladie sera vraiment votre meilleur conseil sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à rentrer en lien avec eux. Vraiment, c'est la meilleure des démarches. Et donc, pour finir sur cette première partie, l'assistant médical, il a un rôle vraiment donc, charnière, pivot, entre le patient, le praticien, et c'est donc une fonction vraiment essentielle. Et il y a d'ailleurs des témoignages très intéressants qui ont été filmés par la Sécurité sociale, notamment, sur des professionnels de santé, avec des témoignages partagés entre assistants médicaux professionnels de santé sur le bienfait que ça peut apporter dans un cabinet pour, on va dire, mettre de l'huile dans les rouages, pour faciliter vraiment la relation entre le praticien, le patient. Donc, l'idée, c'est vraiment, in fine, de faciliter les conditions d'exercice en libérant du temps médical. Ça, c'est vraiment l'objectif numéro un. Mais c'est aussi donc d'améliorer l'accès aux soins, de renforcer la qualité et la coordination des soins, de gérer les données administratives. Ça, c'est tout l'aspect, tous les principaux bienfaits que peuvent rapporter les praticiens. Et puis, du point de vue du patient, l'idée, c'est d'avoir un temps médical optimal, de pouvoir fluidifier les prises en charge, les gestions dans les salles d'attente, hein, de temps d'attente et de priorisation. Et puis, dans la mesure du possible, de pouvoir bénéficier de délais raccourcis de prise en charge pour les rendez-vous. Donc, c'est une profession qui vraiment tend à prendre une vraie place dans l'organisation de ce qu'on appelle la médecine de ville. Est-ce que, d'ores et déjà, vous avez des questions? Et donc, je vais laisser la main à Amélie pour voir si vous avez des questions auxquelles on pourrait répondre. Merci Nicolas. J'ai effectivement quelques questions qui sont déjà posées, mais qui se rapportent à d'autres parties et qui vont prochainement trouver réponse. Donc à ce stade, pas de questions. Très bien. J'en profite pour dire que si jamais votre question n'a pas eu le temps d'être traitée, vous n'y avez pas réponse, à la fin, ou alors si des fois une question trop précise, trop circonstanciée, on n'y répondra pas forcément, ou des fois on a besoin de se documenter, vous n'hésitez pas, vous aurez les coordonnées à la fin, par contre, on y répondra systématiquement par mail ou par téléphone sans problème. Donc, comment se former en tant qu'assistant médical? Donc, on va aborder ce point-là en trois temps. Le premier, donc déjà une petite présentation du CQP, la présentation des blocs de compétences et enfin l'organisation pédagogique. Et bien sûr, tout ça dans le cadre du nouveau référentiel. Alors déjà, à qui ça s'adresse? Cette formation s'adresse donc à un profil finalement très varié, puisque ça peut s'adresser à des professionnels de santé, comme on l'a vu, hein, ça représente à peu près 15 à 20% des actuels assistants médicaux. Ça s'adresse bien évidemment au secrétaire médical également, qui souhaite une reconversion ou un accroissement de leur fonction, une évolution professionnelle. Et on retrouve aussi des jeunes diplômés. On a actuellement dans les promotions des personnes qui sortent d'études ou qui souhaitent rentrer dans la vie active et qui vont directement vers ce CQP. Et aussi des demandeurs d'emploi. Alors, petite précision, si tu permets, demandeurs d'emploi, oui, bien sûr, on peut accepter votre candidature, mais elle ne sera prise en compte que quand vous serez salarié d'un cabinet médical. Vous pouvez être demandeur d'emploi aujourd'hui et avoir une promesse d'embauche, par exemple, pour le 1er juin ou pour le 1er septembre. Voilà, vous êtes candidat et inscrit, là, il n'y a aucun problème. Tout à fait. Et puis, effectivement, pour revenir sur les profils, il n'y a pas forcément besoin d'être issu du secrétariat médical ou de la santé pour être embauché dans un cabinet médical. Voilà, donc c'était cette petite précision que je voulais apporter. Et merci. Et du coup, en effet, ça nous envoie tout droit vers les prérequis, puisque c'est exactement ça. En effet, voilà, il faut être en poste. Ça, c'est le seul vraiment vrai gros imposé. Une personne qui n'est pas en poste d'assistant médical ne peut pas rentrer dans la formation. Donc ça, c'est important. Et donc, il faut être titulaire d'un bac, baccalauréat, ou d'une certification équivalente, donc de niveau 4. Ou encore d'un diplôme d'État, ça on verra après, puisqu'il peut y avoir dans ce cadre-là deux possibilités de formation.
ou encore une certification niveau 4 de secrétaire médical. Donc, le CQP, les informations clés sur la formation dure en gros 6 à 8 mois. 6 à 8 mois, pourquoi? Alors, souvent, on se rapproche quand même plus du 8 que du 6. Pourquoi? C'est qu'il y a des coupures liées aux vacances scolaires. De ce fait, nous avons donc des coupures qui sont liées à ça. On a aussi, dans le parcours de formation, une semaine qui est généralement réservée avant chaque évaluation pour pouvoir permettre aux apprenants donc, de réviser. Mais aussi d'un point de vue pédagogique, de laisser des temps de respiration qui permettent donc d'assimiler ce qui a été vu en cours sur le lieu de travail, hein, puisque c'est un exercice par alternance. Et on y reviendra après, mais c'est un élément sur lequel on insiste vraiment sur le fait qu'il y a un enrichissement mutuel entre le lieu de travail et le lieu de formation. Donc, ça représente 279 heures de formation, comme le disait Nathalie tout à l'heure, 264 heures de formation à proprement parler et 15 heures d'évaluation qui sont donc réparties en 4 sessions d'évaluation. Une pédagogie mixte qu'on va décliner après, hein, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs modalités pédagogiques réparties en 4 blocs de compétences et 14 modules qu'on va détailler juste après. Donc, du coup, les cours ont lieu essentiellement le jeudi et le vendredi, ou le jeudi ou le vendredi. Hein, tout dépend du planning, évidemment, quand il y a des jours fériés. Je pense au jeudi de l'Ascension, forcément, voilà, il n'y aura pas cours le vendredi, hein, ce qui sont souvent des ponts, voilà, et de façon aussi à respirer un petit peu pour tout le monde. Donc, les modalités pédagogiques. On parle de pédagogie mixte ou hybride, puisqu'il y a donc une partie qui est réalisée en présentiel, une grande partie, la grande majorité, hein, on est environ à 3/4 de la formation qui est réalisée en présentiel, sur le lieu de formation. Une partie qui est donc en distanciel. Ce distanciel englobe la partie classe virtuelle. On a quelques sessions en classe virtuelle, comme on le réalise ici, et exactement la même modalité. Et une partie en e-learning, c'est-à-dire que l'apprenant va réaliser des exercices, va regarder des vidéos, écouter des podcasts, etc., sur des programmes qui sont préconçus et que l'apprenant n'a qu'à suivre en fait en ligne depuis un ordinateur. Cette partie-là représente environ 25% de la formation en tout. Et donc, l'autre partie est réalisée au sein du cabinet médical, puisque ça fait partie intégrante. Il y a une journée prévue vraiment dans ce parcours de formation, dans les 264 heures dites précédemment. En plus, en effet, des mises en situation professionnelle qui sont donc les lundis, mardis, mercredis. Donc, dans le détail, 4 blocs de compétences. Et c'est la chronologie, finalement, de la formation. Le bloc 1, alors le visuel n'est pas très représentatif de la réalité, en fait, sur le poids du bloc 1. Le bloc 1, finalement, il représente quasiment 40% du global de la formation. C'est le plus gros bloc. Il est composé, donc, on va dire un peu tout le socle théorique, une bonne partie du socle théorique se passe ici. Il s'intitule donc Suivi du parcours de santé du patient. Il dure 84 heures, mais dans les choix pédagogiques qu'on a fait, il dure un petit peu plus que ça, puisqu'on a rajouté des petites parties du bloc 2 et du bloc 4 qui nous semblaient essentielles à aborder au démarrage pour pouvoir justement avoir tous les éléments d'emblée et pouvoir les tester au sein du cabinet durant le parcours de formation. Donc, c'est pour ça qu'on va retrouver dans ce bloc 1 les aspects sur l'anatomie, sur le vocabulaire médical, et déjà un petit peu une journée autour de l'assistance opérationnelle aux praticiens, qui est du bloc 4, mais qu'on a tout de suite mis d'emblée pour pouvoir le tester au sein du cabinet. Le bloc 2, qui est donc constitué de l'accueil et de la prise en charge administrative des patients. C'est ici qu'on retrouve quelques petites classes virtuelles. Le bloc 3, qui est le plus court, constitué de 4 journées de cours, gestion du risque contaminant et des procédures de sécurité sanitaire, et pour finir, l'assistance opérationnelle aux praticiens. Chaque bloc se conclut par une session d'évaluation. Donc ça veut dire, à la fin du bloc 1, chronologiquement, vous aurez une session d'évaluation sur ce bloc 1. Fin du bloc 2, session d'évaluation bloc 2, etc., jusqu'à la fin
avec le bloc 4, et donc là, c'est terminé. Dans la chronologie, il va donc y avoir, à l'issue de ce bloc 4 et des évaluations, un certain temps de latence entre la fin des apprentissages et la délivrance des parchemins puis des diplômes, le temps que le certificateur puisse statuer sur les évaluations qui ont été réalisées. Non, c'est bon. Plus en détail. Dans le détail, voilà, donc là vous voyez, on le disait, 4 blocs, 14 modules qui constituent ces 4 blocs. C'est les 14 petits points que vous retrouvez. Dans le bloc 1, il y a donc l'information des patients sur les examens et les soins réalisés par le praticien. Cette partie-là, elle est réalisée en grande partie en e-learning. Ça va être donc tous les apprentissages autour d'examens, l'imagerie médicale, les prélèvements sanguins, les examens biologiques, pardon, tout ce qui va être également de l'ordre des ECG, des polygraphies du sommeil, etc., qui sont vus en e-learning, débriefés avec un professionnel de santé pour bien vérifier l'acquisition des connaissances essentielles. L'assistance des patients dans leur parcours de soins. Voilà, donc ça, c'est vraiment, comme son l'indique, tout ce qui est autour des parcours coordonnés. Suivi de l'état vaccinal et des dépistages. Et enfin, information des patients en matière de prévention santé. Ça fait partie vraiment des choses qui ont été affinées dans le dernier référentiel, avec un rôle grandissant de l'assistant médical comme vraiment relais des grandes campagnes de prévention et de dépistage qui sont donc réalisées par le ministère de la Santé et qui sont donc déclinés et qui sont encouragés par vraiment des messages de prévention publique. Le bloc 2, par la suite, accueil et prise en charge administrative des patients, gestion et suivi des dossiers patients. Là, c'est d'un point de vue administratif, juridique. Donc là, on a comme je le disais tout à l'heure, des classes virtuelles. On a également la réalisation d'une journée au sein du cabinet pour pouvoir tester avec des exercices à réaliser sur le logiciel le logiciel médical utilisé dans le cabinet, puisque ça fait partie des grandes attentes aussi aujourd'hui par le certificateur de pouvoir développer des compétences sur les aspects numériques. Donc c'est pour ça qu'on appuie beaucoup sur ce sujet. La participation à la mise en place de télémédecine, ça va dans le sens de ce que je viens de dire, et puis l'accueil des patients et l'accompagnement, les accompagnements particuliers spécifiques. Donc là, c'est tout ce qui va être accompagnement de publics présentant des spécificités, des fragilités particulières, petits enfants, personnes âgées en perte d'autonomie, personnes en situation de handicap, etc. En précarité. Voilà, ce bloc-là, on y reviendra. C'est le bloc central de ce qu'on appelle la FAE. Mais on y revient juste après, parce que c'est une modalité de formation un petit peu à part, mais pour laquelle on a pas mal de demandes. Le bloc 3, constitué de 2 modules simplement, c'est ce que je précisais avant, c'est le plus court. Gestion du risque contaminant et des procédures de sécurité sanitaire, donc gestion des opérations de désinfection, de stérilisation, de tri des déchets, mise en œuvre des procédures en matière d'identité et de pharmacovigilance. Module qui va relativement vite, qui est très pragmatique, et comme je le disais tout à l'heure également, plus on avance vers le bloc 4, plus on est sur des modalités concrètes et pragmatiques. On part du théorique vers le plus en plus concret. Et on finit par le bloc 4, qui contient 5 modules. La préparation et l'installation des patients, l'assistance du praticien à la préparation des soins et à la réalisation de gestes techniques. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'on appelle l'assistance au praticien. Réalisation des tests de dépistage standardisés, ça c'est un nouveau module qui vient d'apparaître. C'est tout ce qui va concerner des tests comme par exemple les tests autour de la cognition, autour de la dépression, autour de l'alimentation. 13 tests ont été délimités par le certificateur qui peuvent donc être réalisés par les assistants médicaux. Mise en œuvre des gestes de premier secours, la FGSU. Et enfin, la gestion des stocks en matériel médical et produits pharmaceutiques, qui clôt généralement ce parcours de formation. Voilà. C'est bon. Alors, l'organisation pédagogique de la formation, je vais passer très vite là-dessus, mais juste pour que vous compreniez un petit peu le schéma santé, voilà comment est-ce qu'on fonctionne. On va dire que c'est un peu une fusée à 3 étages. Il y a la partie pilotage. La partie pilotage, on va dire que c'est nous, c'est Nathalie, c'est moi, on a d'autres collègues qui ne sont pas là aujourd'hui, l'équipe lilloise notamment. C'est également Madame la directrice. Enfin voilà, on est toute une équipe qui coordonne
qui accompagne donc depuis la partie administrative les futurs apprenants, les employeurs. Ça, c'est notamment le rôle de Nathalie aussi, de toute cette équipe administrative. Et l'assistance pédagogique aussi, hein, c'est pas qu'un aspect administratif. Et puis, donc l'élaboration des conventions, les aides administratives aussi, les financements, tout ça. Et la mise en relation pour faciliter les recrutements et également, potentiellement, hein, ça, c'est des choses qui ont déjà été réalisées. Et l'accompagnement du médecin aussi dans son rôle de tuteur, puisqu'on va y revenir juste après. Mais c'est quelque chose qui est très important. Le rôle du tuteur, c'est vraiment une position centrale et c'est un grand moteur de la réussite de cette formation. À nos côtés, on retrouve ce qu'on appelle les experts référents. C'est des personnes qui travaillent à nos côtés, qui sont experts d'une discipline et qui sont donc rattachés plus spécifiquement à un module. Donc, ce sont des professionnels de santé qui veillent sur leur thématique, par exemple sur le bloc 3, sur les aspects hygiène, par exemple. C'est une infirmière qui exerce en milieu hospitalier, qui est cadre de santé dans justement tout ce qui est protocole d'hygiène. Et voilà, et qui justement qui assure la veille sur cette thématique, qui supervise l'ensemble de nos modalités pédagogiques, qui s'assure de la véracité des propos, de leur mise à jour, etc. Et qui participe également à la conception et la mise en place des évaluations. Donc pour chaque bloc, on s'attache les services d'une personne spécialisée sur chacun des sujets. Et puis, l'autre partie de la fusée, eh bien, ce sont les intervenants. Une quarantaine d'intervenants sur l'ensemble de notre zone, majoritairement professionnels de santé, ou professionnels en santé, hein, médecins généralistes, IDE, pharmaciens, psychologues, et puis on va retrouver aussi parfois des ergothérapeutes, des manipulateurs radio. Voilà. Professionnels de santé, en santé mentale aussi. Exactement. Ouais. En tout cas, voilà, chaque intervenant est expert dans son contenu. Nous, on fait en sorte, on fixe l'ensemble du cadre pédagogique, hein, qui est la déclinaison finalement de ce qui nous est demandé par la CPNFP. Les intervenants ont leur expertise sur la matière, la discipline. Ils proposent un contenu qu'on va superviser et qu'on va faire analyser donc, par un expert. Et après, ça donne le résultat face aux apprenants. Avec cette idée de pouvoir être toujours en évolution, c'est-à-dire aussi qu'on veille vraiment au retour des apprenants pour faire en sorte qu'à chaque formation, on puisse être plus proche des besoins et des ressentis. Le rôle du tuteur. Le rôle du tuteur. Donc le tuteur, il a un rôle d'accompagnement. On a parfois des tuteurs, donc les tuteurs sont des médecins, des praticiens. Il y a parfois des praticiens qui ont peur de la quantité de travail en plus que ça va leur apporter. Une grande partie, en fait, est induite dans votre quotidien. Ce ne sera pas du travail en plus. C'est-à-dire que ce qui peut être attendu, on l'a résumé en 5 points, mais ça, si vous avez des questions, on pourra en reparler individuellement, parce que franchement, c'est encore la meilleure des manières de pouvoir échanger avec vous, pour ceux qui ont des inquiétudes éventuelles. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir former votre collaborateur, votre collaboratrice, selon les organisations du cabinet et de ses besoins. Parce qu'en effet, nous, notre modalité d'apprentissage, elle est, voilà, on va brosser l'ensemble des possibilités, mais ça reste quelque chose de général. Mais par contre, les apprenants sont issus de cabinets de médecine générale, de cabinets de médecine spécialisés. Et donc, en effet, en fonction des organisations, on a des fois des apprenants qui sont avec un médecin, parfois c'est une maison médicale où il y a 5-6 médecins. Des fois, il y a en plus des infirmiers, infirmières allées, c'est pluriprofessionnel. Bref, on va retrouver toutes les modalités. Et donc, il y a plusieurs nuances en fait d'assistants médicaux. Il n'y a pas une manière unique de pouvoir envisager l'assistant médical et donc son accompagnement. Donc, l'idée, c'est au cours de la formation de voir un maximum de situations. Ça, c'est certain, pour que l'assistant médical puisse être le plus compétent et le plus polyvalent possible. Après, dans votre organisation professionnelle et dans la fiche de poste que vous allez décliner, ça appartient à vous. Et bien sûr, il n'y a pas d'obligation à embrasser l'ensemble de toutes les compétences déclinées, criblées, hein, qui sont extrêmement nombreuses, puisque bien sûr, il y a des éléments, par exemple, qui vont être propres à la gynécologie, propres à la médecine générale, propres à la dermato. Et donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Et d'ailleurs, on retrouve de vraies différences de pratique d'assistant médical entre la médecine générale notamment et la médecine spécialisée. Le second point, c'est l'accompagnement du stagiaire tout au long de sa formation. C'est important de pouvoir juste vraiment lui apporter la possibilité de mise en situation pratique de ce qu'il aura vu en théorie. Donc, par exemple, de pouvoir s'exercer sur le logiciel médical. Il y a toute une partie d'assistance aux praticiens. Si quelquefois vous pouvez l'associer avec bien sûr l'accord, les accords qui vont bien, mais ça, voilà, c'est classique. Mais l'associer à certaines consultations, à certaines situations administratives, eh bien, ça n'en sera qu'un bénéfice. Et bien souvent, finalement, des médecins ont parfois avaient une certaine idée de ce qu'ils pourraient faire par l'avenir avec l'assistant médical, et une fois réalisé les mises en situation professionnelle, sont allés un petit peu plus loin que ce qu'ils pensaient faire initialement. Donc vraiment là-dessus, il y a quelque chose à essayer, et ça, c'est pas du travail en plus, ça vient dans vos missions habituelles, et finalement, c'est juste d'associer de temps en temps, par petites touches, l'assistant médical qui puisse essayer, tester, et aller confronter finalement ce qu'il a vu en théorie dans la pratique. Bien sûr, vous avez un grand rôle de transmission, hein, vous avez votre savoir de praticien, vous avez énormément de choses à transmettre à l'assistant médical. Je pense à des aspects très pratico-pratiques hein, dans la pratique de la médecine, mais aussi sur les aspects sur le secret médical, sur le dossier, sur le parcours de santé, sur des aspects administratifs, le codage, sur des choses comme ça. Il y a vraiment beaucoup de choses à échanger, et les assistants sont souvent très en demande de pouvoir bien compléter leurs acquis théoriques avec le versant pratique propre à votre activité. Le soutien direct, hein, c'est pas facile, hein, la formation des adultes, c'est quelque chose qui est dur, c'est une grosse remise en question, c'est 6 à 8 mois, voilà, ça vient prendre une partie de l'activité cérébrale. Voilà, c'est des révisions, c'est quelque chose qui est important aussi à titre personnel. Hein. Toutes les personnes qu'on accompagne sont très impliquées, et en ce sens-là, ils auront besoin de votre soutien, les assistants, et de votre accompagnement dans le quotidien. Et je dirais que le seul élément qui va vraiment être un petit travail en plus, ça va être finalement de compléter le livret stagiaire. Et ce travail en plus, il n'est pas très important puisqu'il se résume en 4 pages. 4 pages qui correspondent aux 4 blocs de compétences. Et pour chacun de ces blocs de compétences, en tant que tuteur, vous devrez simplement renseigner par des coches si l'assistant médical répond aux critères de compétences que vous aurez observés sur le terrain. Voilà, par bloc de compétences. Est-ce que selon vous, c'est acquis, partiellement acquis, non acquis? Ou non appliqué en cabinet, parce que parfois, voilà, il est arrivé que certains apprenants, voilà, parce que c'était dans une spécialité, ne pratiquent pas les constantes et mesures ou ne pratiquent pas les plateaux de préparation. Donc, quand c'est non appliqué en cabinet, forcément, ce sera fait en centre de formation. Donc, voilà, ça fera partie, ça peut arriver aussi. Tout à fait. Et donc, vous avez, en face de chaque compétence et donc de la coche que vous devez faire, la possibilité d'indexer un petit commentaire. C'est conseillé d'en mettre 2-3, pas forcément sur toutes, mais sur certaines où ça vous semble intéressant d'aller préciser pourquoi vous aurez mis seulement partiellement acquis, ou pourquoi, des fois, c'est juste des félicitations qui sont mises par certains praticiens parce que les assistants médicaux sont en pleine réussite de ces champs de compétences. Donc voilà, il ne faut pas hésiter parce que cette partie-là, ça me permet d'expliquer comment est décidé par le certificateur finalement l'attribution ou pas du certificat de qualification. Il y a donc ces 4 pages donc, qui sont bien, quelque part la confirmation par le praticien de l'acquisition des compétences par l'assistant médical. Il y a le livret stagiaire, la partie remplie par le stagiaire lui-même, hein, l'assistant médical, qui va remplir au fur et à mesure tout ce qu'il fait, et ça c'est important. Il y a les évaluations réalisées sur table à l'écrit ou à l'oral ou en mise en situation professionnelle au sein du centre de formation. Et puis, au regard de l'ensemble de ces éléments-là, le certificateur va décider l'attribution ou pas du certificat à la fin. Je tiens à préciser quand même qu'il y a un taux de certification d'à peu près 98% de réussite. Donc, en fait, généralement, quand il n'y a pas attribution du certificat, c'est soit vraiment qu'il y a eu une erreur majeure, hein, avec mise en danger
d'un patient, par exemple, sur une situation, ou quelqu'un qui n'a pas pu aller au bout pour des raisons personnelles. Oui. Et c'est vraiment à la lecture de ce livret, personne ne verra le jury. Hein, voilà, c'est vraiment le livret est transmis sur un portail donc de la CPNEFP, hein, bien sûr, et c'est vraiment à la lecture de ce livret que les membres du jury décident donc de l'attribution du diplôme. La FAE, formation d'adaptation à l'emploi. Ça, c'est une autre modalité qui s'adresse uniquement aux personnes titulaires d'un diplôme d'État d'aide-soignant, auxiliaire de puériculture ou infirmière. Donc, il faut être titulaire de diplôme d'État. Et dans ce cas-là, vous avez le droit d'accéder à une formation dite accélérée, finalement, qui se concentre autour du bloc 2, qui est 100% en distanciel sur 75 heures. 75 heures, c'est donc 10 journées de 7 heures, plus une journée de 5 heures, qui est la journée de rentrée. Complètement en distanciel, donc accessible depuis n'importe quel endroit en France. C'est-à-dire que c'est concentré autour du bloc de compétences 2, donc si voilà tout ce qui est aspect administratif et communication en santé. On s'autorise quelques pas de côté aussi en ramenant quelques éléments de promotion de la santé et de prévention pour des raisons pédagogiques qui sont d'ailleurs validées par le certificateur. C'est du complément, c'est parce que sur du 100% distanciel, si on faisait que les aspects administratifs, ça pourrait être un petit peu compliqué et un peu indigeste. Donc, bien sûr qu'on se concentre sur ce bloc 2, mais hop, on apporte aussi quelques éléments un peu plus faciles à transmettre et à échanger dans des modalités distancielles. Pour cet élément-là, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a un point majeur à retenir. Par ce biais-là, vous avez donc le droit d'exercer comme assistant médical, mais vous n'avez pas la certification. Vous n'obtiendrez pas le diplôme d'assistant médical, mais simplement une attestation de réalisation de cette FAE qui vous autorise à exercer, mais ce n'est pas le certificat de qualification professionnelle. Le seul petit point à retenir. Oui, parce qu'il y a eu un arrêté donc au décret de 2019 hein, qui formule donc cette formation FAE. Effectivement, il n'y aura pas de diplôme à la fin, juste un certificat de réalisation du bloc 2 qui vous permet de pratiquer en toute légalité hein, le métier d'assistant médical. Et peut-être que dans un avenir, à J plus 2 ans, 3 ans, certaines personnes peuvent se dire, ben voilà, j'ai vraiment envie d'avoir le diplôme du CQP. Vous validez à vie donc le bloc 2, vous n'aurez pas à le repasser, mais juste le bloc 1, 3 et 4 qui vous permettra d'avoir le CQP. Bon, c'est jamais arrivé hein, pour l'instant, mais ça peut, voilà, c'est tout à fait possible. Autre petit point d'attention, une fois que vous êtes assistant médical, bien qu'infirmier ou aide-soignant ou auxiliaire de puériculture, eh bien, ce sont les prérogatives de la fonction d'assistant médical qui prennent le pas sur votre formation. D'accord? Donc attention, après, à ne pas faire un dépassement de fonction. On a souvent des questions, il y a beaucoup de questions sur ce sujet-là. On pourra vous y répondre, peut-être qu'il y en aura là collectivement, mais sinon individuellement, parce que ça génère beaucoup de questions. Il y a quelques exceptions qui sont prévues, hein, mais voilà, attention, juste à ça. Et bien justement, est-ce que vous avez des questions? Alors oui, j'ai eu pas mal de questions. Pour faire le lien avec ce que tu viens de dire, Nicolas, j'ai une question de savoir s'il y a un impact sur la cotation des actes hein, quand on embauche un assistant médical. Alors, est-ce que la question peut être un peu précisée, un impact sur la cotation des actes? C'est-à-dire, est-ce que l'assistant médical a le droit de coter les actes ou est-ce que… Je pense que la question se pose très certainement pour des profils IDE, etc. Et donc, je pense que ça fait le lien avec la formation FAE et la casquette avec laquelle on travaille. Donc, on travaille en tant qu'assistant médical. Nous ne sommes pas assistants médicaux professionnels de santé, donc nous ne cotons pas les actes. Donc, il n'y a pas d'impact. En effet, c'est souvent… alors, il faut là-dessus que les personnes diplômées d'État soient très au clair en fait quand ils souhaitent finalement s'orienter vers le métier d'assistant médical. Ça nous est arrivé quelquefois qu'il y ait notamment des infirmières un petit peu déçues d'apprendre a posteriori, oui, mais du coup, j'aurais plus le droit de faire les actes qui sont délimités par la profession d'infirmier, d'infirmière.
Et en effet, alors à part à la marge, hein, où il y a une forme de tolérance hein, qui est de ci, de là, quelques actes infirmiers, mais ça doit vraiment rester isolé, puisque ce qui prend le dessus, comme dit, ben, c'est la fonction d'assistant médical, et donc les dépassements de fonction sont pas autorisés. Quelques exceptions, encore une fois, et ça, on pourrait y répondre individuellement. Tout à fait. J'ai eu du coup d'autres questions sur le dispositif d'aide de la CPAM, de savoir si on peut embaucher un assistant médical à plusieurs, ou si on peut embaucher également plusieurs assistants médicaux. Oui, ça c'est déjà, ça se pratique déjà dans des centres médicaux, maisons de santé, SCM. Ça arrive, enfin tous les ans, par exemple, on a le même cabinet médical qui embauche plusieurs assistants médicaux ou alors qui font faire la formation à leur secrétaire médical. Voilà, quand je dis leur au pluriel, hein, bien sûr, d'une année sur l'autre. Oui, bien entendu. Donc effectivement, je pense qu'à chaque fois, ce sont des modalités à voir avec le délégué d'assurance maladie pour ces cas particuliers, mais effectivement, on en a très régulièrement. J'ai également, toujours sur le volet de l'aide CPAM, des questions qui concernent les maisons de santé et les exercices groupés, de savoir s'il y a un projet dans l'évolution du contrat d'aide groupé côté CPAM, qui était un projet évoqué il y a déjà quelques années. Eh bien, on entend également toujours parler comme étant dans les tuyaux en effet et en projet. On a eu écho que c'était en discussion assez récemment, mais ça, pour le coup, de la même manière, je pense que le mieux, c'est de vous rapprocher de votre délégué d'assurance maladie. De ce qu'on entend dire, en effet, ouais, c'est encore en discussion et plutôt favorablement, mais est-ce que c'est acté ou pas, ça, on n'a pas encore l'information. Ensuite, j'ai des questions sur la formation, de savoir si elle peut être accessible en 100% distanciel. Non. Alors la formation, le CQP, non. La FAE, oui, comme dit. Le CQP, non. Et c'est pas par forcément âge. Alors, notre organisme de formation ne souhaitait pas le faire parce que c'est pas notre manière de procéder. On pense que le présentiel est très important. Mais de toute façon, le certificateur nous impose une certaine quantité de modules en présentiel et pas en distanciel. Tout à fait. J'ai eu entre-temps une précision de la question sur la cotation des actes, hein, de savoir si on délègue un test standardisé à un assistant médical ou l'aide que apporte l'assistant médical, par exemple, dans la réalisation d'un ECG. Est-ce que ça change quelque chose sur la cotation? Non, puisque que ce soit dans le test standardisé ou l'ECG, c'est deux très bons exemples. En fait, l'assistant médical va être en assistance au praticien, c'est-à-dire qu'il va faire tout le travail préparatoire. Mais par exemple, pour le test standardisé, la cotation du résultat, l'annonce du résultat, l'éventuel diagnostic qui pourrait en découler, bien évidemment, c'est le praticien qui le réalisera. Et pour l'ECG, typiquement, l'assistant installe le patient, installe les électrodes, mais il n'a pas le droit d'appuyer sur le bouton on. Ça, c'est le praticien qui le fait et qui donc bien sûr va analyser le tracé de l'ECG. Donc la cotation est liée au bouton on, hein, si je caricature un petit peu, et donc eh bien c'est pas lié à l'assistant médical, mais lié au geste du praticien. Merci. Ensuite, question qui porte sur la formation. Y a-t-il un taux d'abandon connu au cours de cette formation? Non, ben, non, abandon, pas vraiment. On n'en a jamais connu. Peut-être une, mais c'est parce que son conjoint était muté et que elle n'avait pas d'autre solution que de le suivre. Mais non, il n'y a jamais d'abandon. Et la plupart du temps, les cabinets médicaux, à 99%, embauchent les candidats, s'ils ne sont pas déjà embauchés, en CDI. Voilà. Et la plupart du temps, à 80 ou 100%. Les abandons sont vraiment liés à des événements de vie, Uniquement. ceux qui sont. Ouais. Ouais. Toujours sur la formation, question de savoir s'il existe différents types de formations qui conduisent au métier d'assistant médical. Uniquement le certificat de qualification professionnelle.
Tout à fait. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes agréés par la branche professionnelle, comme ça a été expliqué en début d'intervention. Et comme dit Nathalie, simplement, c'est entre guillemets, c'est un vrai diplôme, c'est-à-dire que c'est une certification qui est au registre national des certifications professionnelles, qui a une valeur, un niveau bac, et qui est un vrai diplôme valorisable sur le marché de l'emploi, valorisé sur le marché de l'emploi. Et voilà, c'est pas une simple, entre guillemets, une simple formation qui n'aurait pas de valeur reconnue. C'est un vrai diplôme. Tout à fait. Et pour les autres questions, je pense qu'elles trouveront réponse sur la partie suivante. Et là, je crois que je laisse la main à Nathalie. Alors oui, merci Nicolas pour toutes ces précisions pédagogiques. Comment accéder à la formation d'assistant médical? Donc, on va évoquer les lieux et les dates de la formation, l'inscription à la formation, les modalités de financement et l'accompagnement du CHEM Santé. Donc voilà, vous avez devant vous les dates et les lieux de nos prochaines formations, de nos formations actuelles et en cours et puis à venir. Donc comme vous pouvez le constater, nous sommes positionnés au départ de Brest et puis comme on se plaisait pas trop mal au bord de la mer, on a continué tout le long jusqu'à Lille en se positionnant donc sur d'autres villes telles que Rouen, Compiègne, Rennes. Voilà, donc, et puis les dates donc, dans le carré à côté. Donc Rennes qui débute après-demain, voilà, et formation complète. Lille, Arras, Vannes, Rouen, Calais, Caen, Brest, voilà, et puis Compiègne, donc nos prochaines sessions. En général, on connaît nos dates d'ouverture, il faut compter à peu près 6-8 mois avant la date suivante et qui s'ouvre donc avec un minimum de candidats, évidemment, c'est plus agréable pour tout le monde. On peut passer, voilà. Étape jusqu'à la formation, de l'inscription à l'entrée en formation. Donc, les dossiers de candidature, vous pouvez les retrouver directement aussi sur notre site internet, devenirassistantmédical.fr ou tout simplement nous appeler. Vous avez les coordonnées, voilà, donc vous aurez les coordonnées un petit peu plus tard. Effectivement, donc, dossier de candidature à remplir, un CV, une carte d'identité, vos diplômes, hein, bien entendu. Je précise juste pour tout à l'heure, là, quand on a évoqué d'avoir le bac, ou un niveau 4 ou un titre équivalent au niveau 4 de l'éducation nationale, vous pouvez aussi, pour certaines personnes, on l'a rencontré, hein, qui n'ont aucun diplôme, hein, mais qui ont une expérience dans un cabinet médical de plus de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans par exemple, et qui peuvent tout à fait accéder à la formation. Voilà. Donc, si en revanche, vous n'avez pas d'expérience, il faut au moins un titre ou un bac équivalent au niveau 4. Vous remplissez le dossier. À réception du dossier, c'est tellement agréable de vous recevoir en visio pendant une vingtaine de minutes, 30 minutes, afin de faire connaissance ensemble et puis surtout expliquer donc le déroulé de la formation, en tout cas le comprendre. Donc reprendre très grossièrement et en généralité le côté présentiel, le côté classe virtuelle, les intervenants, les évaluations, etc. À la suite de ça, une inscription, donc voilà, puisque vous passerez de l'étape de candidat à inscrit, et puis donc à la suite de ça, une convention et une demande de financement, donc que nous proposons aux entreprises, aux cabinets médicaux de faire pour vous. C'est-à-dire qu'une fois que la convention est faite et signée des deux parties, le centre de formation et le cabinet médical, nous déposons pour vous la demande de financement. Ça nous prend très peu de temps à faire. Et puis, bien entendu, après, l'entrée en formation. Alors, généralement, aujourd'hui, 95% des cas, la formation se fait dans le cadre du plan de développement des compétences. Donc, pour cela, l'employeur doit être à jour de ses cotisations à l'OCOEP. Donc, ça, pour reprendre vraiment l'organisme qui dépend de la branche des cabinets médicaux, mais ça peut être encore Uniformation, le co-santé ou le public. Donc, pour la prise en charge intégrale de la formation.
et demande de prise en charge, comme je l'évoquais juste avant, donc assurée par l'école, par nos services administratifs. Voilà. Et puis, vous avez un autre modèle de convention, enfin de contrat, qui est le contrat de professionnalisation, qui se voit que très rarement, mais qui est possible aussi. Donc, vous pouvez télécharger aussi, alors voilà, ça c'est très très intéressant, si tu veux rajouter quelque chose après, le livre blanc que l'école CHEM, le CHEM Santé a édité et a écrit, vous pouvez le télécharger, qui vous rappelle les missions et compétences clés de l'assistante médicale, le cadre légal et les aides financières, tout le détail de la formation, et puis bien sûr des témoignages que vous pourrez retrouver à l'intérieur. Vous avez le QR code si vous voulez le scanner, et qui vous permettra de l'obtenir. J'étais un petit peu rapide, mais est-ce que vous avez des questions? Amélie, tu dois en avoir certainement. Oui, effectivement, j'en ai une qui concerne la FAE, de savoir si on peut suivre la formation FAE, alors même qu'on ne dispose pas d'employeur. Alors, dans ce cas-là, alors, aussi bien le CQP que la FAE n'est pas finançable par le CPF. D'accord? C'est pour l'instant. Peut-être que le certificateur a besoin d'un peu plus de recul pour déposer cette formation accessible au CPF. Si vous faites cette formation par vous-même, ça veut dire que ce sont vos données personnelles. Donc, vous pouvez tout à fait le faire, mais ce sera un financement personnel, pas par le CPF, vraiment personnel. Voilà, donc oui, effectivement, ça peut se faire, mais ça reste très rare. La plupart du temps, tout le monde est, enfin, les apprenants sont en poste en cabinet médical. Tout à fait, mais pour la FAE, c'est bien possible. Des questions également de savoir s'il y a des évolutions possibles après la formation d'assistant médical, ou des passerelles vers d'autres métiers, d'autres formations. Alors, à ce jour, non, pas pour l'instant. Encore une fois, le métier et la formation restent jeunes, même si ça fait 6 ans voilà, que c'est acté. Mais on propose, tu en parleras peut-être tout à l'heure, juste après, voilà, des formations d'une journée, parce que chaque personne a le droit, chaque salarié au niveau de la branche des cabinets médicaux et de l'OPOP, à 35 heures de formation par an, donc découpées sur 2 jours ou une journée, peu importe. Mais on fait des compléments de formation spécifiques, par exemple en gynéco, en ophtalmo, en dermato aussi également, mais tu l'évoqueras un petit peu plus, et financé aussi par le… Alors, ça ne donne pas un titre en particulier, mais une attestation comme quoi vous avez fait cette formation, et qui vous donne encore plus voilà, de référence par rapport à votre métier que vous exercez. Sur justement cette formation FAE qui ne serait pas financée par un employeur si on n'est pas en poste, le coût de cette formation FAE? Alors, le coût de la formation, c'est 75 heures de formation à hauteur de 20 € de l'heure. Tout à fait. J'ai une autre question d'un cas particulier, un cabinet médical français qui a le projet de recruter un assistant médical belge. Est-ce possible? Sûr. Tout à fait. La particularité, c'est pour les diplômes qui auraient été passés précédemment. Ceux-là, s'ils sont passés en Belgique, il faut qu'ils soient reconnus en France. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Mais on a beaucoup de personnes qui ont des diplômes de Belgique et qui sont en poste et qui ont fait la formation, aussi bien du CQP que de la FAE. Oui, tout à fait. Je n'ai plus d'autres questions. Peut-être que tu veux passer donc aux formations derrière, donc approfondissez vos compétences. Voilà. Du coup, voilà, une fois certifié et seulement une fois certifié, vous avez donc accès à ce qu'on appelle la formation professionnelle continue, et donc financée par le COEP, comme disait Nathalie, à hauteur de 35 heures par an,
On a 12 thématiques à ce jour de formation complémentaires et nous avons prévu également, il y en a des nouvelles qu'on est en train de créer pour pouvoir répondre aux évolutions du métier. Elles sont en classe virtuelle à distance sur des formations d'une journée de 7 heures. Et donc, on retrouve les thématiques suivantes qui sont toujours dispensées par des personnes expertes de leur domaine. Donc, les 12 spécialités que vous retrouvez ici, donc assistant médical et dermatologie, assistant médical et pédiatrie, etc. Donc, on a décliné. Il y a également gestion des risques, communication, coordination, gestion. Et justement, actuellement, on est en train de travailler sur tests standardisés, puisque toutes nos anciennes assistants médicaux, assistantes médicales déjà formés préalablement n'avaient pas eu cette formation qui désormais est prévue dans le socle initial. Donc, typiquement, l'idée, c'est de pouvoir proposer des mises à jour au fur et à mesure que le référentiel de compétences évolue. Voilà, donc ça fait partie vraiment des fonds mobilisables. Donc, ce qui veut dire que il n'y a pas de fonds ni pour l'employeur, ni pour l'apprenant qui sont à avancer ou à verser. Petite précision, c'est pas parce que vous avez déjà fait la formation CQP dans l'année que vous n'avez pas le droit à ces formations. Ce sont deux porte-monnaies totalement différents, donc il ne faut pas hésiter à vous inscrire. Et donc, celle-là, en plus, le gros avantage, c'est que autant, en effet, si vous êtes dans un cabinet à Marseille, c'est pas forcément évident de faire le CQP à Lille. Mais par contre, celle-là, comme elles sont en 100% distancielles, on a d'ailleurs beaucoup de personnes en formation pro continue qui sont issues de zones qui ne sont pas dans notre zone traditionnelle allant de Lille à Brest. Idem pour la FAE. Et idem pour la FAE. La FAE, oui. Ouais, on a des personnes au niveau national. de tous les horizons. Donc, n'hésitez pas. Et donc, les contacts, comme dit préalablement, c'est donc Nathalie Monotte qui est donc ici présente, et puis Sylvie Diom, notre collègue qui est donc sur l'île. N'hésitez pas à noter les mails et les numéros de téléphone pour avoir des informations plus spécifiques liées à votre situation. Voilà, donc n'hésitez pas. Pour terminer, on a un petit tour de table. S'il y a des questions auxquelles on peut répondre. Oui, tout à fait. J'ai encore quelques petites questions. Justement, sur les tests standardisés, est-ce que, Nicolas, tu peux donner des exemples de tests standardisés qui sont proposés dans le module de formation? Tout à fait. Je prends la liste, histoire d'être précis. Je ne les ai pas tous en tête. Donc, le certificateur a donc décidé que l'assistant médical pouvait accompagner les patients à la réalisation des tests HAD, Édimbourg, Hamilton, le BITS test donc pour les adolescents, le test de Fagerström, la grille Agir, le score de Framingham et le score et score 2 donc en cardio, le VA, EVA enfant, le IADL, le MMS, le MNA et le test de l'horloge donc pour tout ce qui est maladie neurodégénérative ou difficultés cognitives, le test des 5 mots également, et le Nutritional Risk Index donc pour l'aspect alimentation, et l'échelle de somnolence d'Epworth pour le sommeil. Comme quoi, ça a pas mal évolué par rapport au tout début de la formation, enfin de l'agrément, et qu'on peut imaginer que ça va évoluer encore plus avec un peu plus de passé. Et typiquement, là, on voit bien, je trouve, sur cet élément-là, l'idée de faire gagner du temps médical aux praticiens, parce que justement, l'assistant médical accompagne le patient dans la réalisation, le remplissage de ce test. Et donc, le praticien derrière n'a plus qu'à réceptionner, une fois que c'est consigné, une fois que ça a été coté, les éléments et pouvoir aller contrôler les notions de normes et de valeurs de référence et appuyer un diagnostic sur cette base-là. Donc là, il y a un vrai gain de temps et un vrai élément intéressant à mettre en place dans les organisations. Merci. Et de ce fait, j'ai plusieurs personnes qui visiblement sont déjà certifiées qui demandent s'ils peuvent du coup effectuer ce nouveau module de formation. Donc, confirmation que c'est bien une formation qu'on appelle continue, qui sera très prochainement au catalogue en distanciel. Autre sujet sur l'évolution du métier d'assistant médical. Question se pose de savoir comment est-ce que ça va évoluer, etc.
Bonne question. Bon, on n'a pas de boule de cristal, vas-y. Non, oui, je suis Si, toi, optimiste peut-être. sur ce fait, effectivement, parce qu'on voit la différence entre depuis le début, donc en 2019, le premier décret et les premières formations, et aujourd'hui, donc ça ne fera qu'évoluer. Ce ne sera pas forcément demain matin ni après-demain, mais ça évoluera quoi qu'il arrive. C'est presque dans les obligations. Il faut savoir qu'entre, on est quand même dans une dynamique plutôt favorable puisque l'État est partie prenante par le financement, voilà, par les dispositifs d'aide, par l'intermédiaire de la sécurité sociale, etc. La CPNEFP qui s'appuie sur les signatures de nombreux syndicats de médecins qui sont favorables à la mise en place de ce référentiel de compétences. Donc on voit bien qu'il y a quand même quelque chose d'assez avec une feuille de route, on parle en milliers d'assistants médicaux souhaités sur tout le territoire français. Les retours qu'on a pour l'instant, les retours de terrain, ils sont super positifs. Généralement, c'est quand même nombreux praticiens disent aujourd'hui qu'en fait, s'il fallait revenir en arrière, ils ne le souhaiteraient pas. C'est-à-dire qu'ils souhaitent vraiment continuer à avoir cette pluridisciplinarité qui s'instaure et s'étoffe un petit peu du coup dans la mouvance, je dirais, des maisons médicales, etc. Et qu'il y a de moins en moins de praticiens qui évoluent entre guillemets seuls dans leur cabinet. Voilà. On va dans le bon sens et ça s'inscrit vraiment dans cette dynamique-là. Et alors, juste pour un petit peu avec toi, mais à chaque fois, enfin, le certificateur nous oblige à envoyer des enquêtes de satisfaction qui nous servent aussi bien à nous, mais qu'on remonte obligatoirement donc au certificateur. Ça lui sert aussi à faire évoluer voilà, le programme de la formation, le référentiel, à remonter ces informations à plus haut encore pour donner plus de pratique et plus d'évolution donc aux assistants médicaux qui sont en poste. J'ajouterais qu'effectivement, il y a des réflexions en cours et des groupes de travail qui se font avec les parties prenantes du métier, de la branche, pour étudier et réfléchir sur ces évolutions. Les tests standardisés sont très certainement issus de ce type de tests. Je n'ai pas d'autres questions. Alors, il y a certaines questions qui ont été posées, mais un peu trop spécifiques. Donc, on essaiera d'y répondre d'une autre façon. Ou sinon, reprenez aussi le replay qui vous sera envoyé si on est allé trop vite pour vous. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous connecter à notre site. Devenir assistantemédicale.fr. Amélie, on a perdu Amélie, mais voilà, c'est pas très grave. Peut-être qu'elle va revenir entre-temps. Ça y est, tu es là. C'est bon, pardon, j'ai eu une coupure et qui contient toutes les informations et les moyens de contact. Eh bien, je vous rends la main. Il ne reste plus qu'à conclure. Gardez bien en tête que voilà, les numéros de téléphone et email ici présentés sur la diapo, il ne faut pas hésiter à en faire usage. On est vraiment là pour répondre à vos questions s'il y en a encore à l'issue de ce webinaire. On espère accueillir beaucoup de personnes qui ont assisté à ce webinaire dans nos formations à venir. N'hésitez pas, encore une fois, à nous contacter, à vous inscrire, à prendre des infos et on sera là pour vous accompagner. Merci pour votre écoute. Merci. Très bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.